Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy, énergéticienne, bande guérisseuse, formatrice aussi sur la question de l'énergétique, avec des spécialités sur l'accompagnement des femmes qui m'ont amenée, au bout de 10 ans de pratique, à être très clairement féministe. Voilà, parce que quand on a la réalité des problèmes que vivent les femmes sous les yeux, voilà, on est obligé d'adhérer à une vision structurelle de ce que vivent les femmes. Et donc, voilà, donc j'ai commencé à travailler avec Mélusine en 2018 à l'occasion d'une co-création d'un salon. Je pratiquais à l'époque en Vendée et il n'y avait pas de salon sur le féminin sacré. Il fallait aller soit à Rennes à l'époque, soit éventuellement à La Rochelle, mais même à Nantes, il n'y en avait pas non plus. Donc, on s'est dit avec les copines, bon, bah, si il n'y en a pas, on crée. Bah, créons-le, il n'y en a pas, créons-le, et allons chercher les ressources qu'on a, sur notre territoire. Et comme on avait les notions écologistes en commun, cette notion de consommer local, de s'ancrer local, forcément, énergétiquement aussi, c'est important de s'ancrer dans ses racines ou dans la culture ou dans les territoires dans lequel on se trouve. Ça évite de faire de l'appropriation culturelle, c'est la réponse principale à l'appropriation culturelle. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a une figure féminine voilà, locale qui parle? Donc, forcément, on pense à Marie, il y a des tas de grottes, de lieux dédiés à Marie, mais du coup, on voulait aussi se détacher du catholicisme et se dire, voilà, le catholicisme, il a intégré les cultes de la déesse à un moment donné, et on s'est dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse être détaché de l'église catholique et qui soit plus local? Et forcément, la figure la plus connue, c'est forcément Mélusine, du coup. Voilà, moi j'ai grandi, on m'a raconté l'histoire de Mélusine quand j'étais petite, donc ça fait partie des contes et des légendes, les dames blanches, les feux follets la nuit, etc. Des choses qu'on raconte aux enfants un petit peu pour leur faire peur. Voilà. Et donc, voilà, c'était intéressant d'aller mobiliser ça. Et donc moi, en co-organisant 2 salons Mélusine, j'ai contacté à la puissance du truc. Bien souvent, moi, je démarre quelque chose et je me rends pas compte de l'ampleur. Et après coup, je me dis, oh mon Dieu, mais j'avais pas pensé. Et donc voilà, en allant connecter avec Mélusine, j'avais pas pensé qu'on allait connecter à quelque chose de très très puissant. Donc ça a été un peu mon apprentissage en travaillant avec Mélusine, en organisant 2 salons. Il y a eu entre 100 et 200 personnes, qui était plutôt pas mal pour un petit salon local. Voilà, où il y avait voilà, des structures énergétiques qui se posent. Moi, quand j'organise un événement, il y a, au-delà des formations que je pose en ligne, il y a, quand j'organise un événement sur un lieu, il y a une structure énergétique qui se pose, du coup. Je suis médium à effet physique pour les personnes qui connaîtront voilà, ce jargon-là. Voilà, donc il y a des structures énergétiques qui se posent. Moi, je suis pas canal, je channelise pas pour parler, même si je le fais d'un point de vue avec les paroles et le chant, mais voilà, je n'ai pas vocation je touche du bois, peut-être ça va m'arriver dans 2-3 mois, à faire le channeling de manière classique. Moi, je channelise des énergies, je channelise des structures énergétiques. Je dis structure énergétique parce que moi j'ai la géométrie sacrée très clairement que je vois qui se pose, parce que je suis clairvoyante, mais il y a aussi cette idée-là, c'est l'équivalent d'ouvrir un espace sacré dont on parle dans d'autres traditions. Du coup, moi je parle de structure parce que j'ai clairement une structure géométrique différente qui se pose à chaque fois, adaptée soit à l'énergie qui est posée, soit aux personnes qui vont venir, et ou les deux aussi, les deux à la fois. Donc voilà, donc j'ai fait cette tambouille-là. Voilà, et c'était pas facile. À chaque fois, j'ai mis une bonne semaine, voire 2 semaines à me remettre. La deuxième fois, il y a eu des problèmes d'organisation et j'étais très en colère envers des personnes qui n'avaient pas fait leur part du boulot et qu'on s'était retrouvé à porter toute une part du boulot à 2-3 personnes. Bref, ça c'est les coulisses. Mais dites-moi si ça vous intéresse, parce que moi j'aime bien balancer sur ce qui se passe en coulisses et ce que personne raconte. Moi j'aime bien, parce que je me retrouve tout le temps dans les coulisses. Quand je vais dans un festival chamanique, je me retrouve dans les coulisses et j'apprends tout ce que personne ne sait. Voilà, je suis abonnée à ça, donc voilà, je suis connectée aux énergies
qu'on pourrait dire sombre dans le d'un point de vue positif. En tout cas, je suis connectée à l'énergie du backstage et de ce qu'on ne voit pas. Je suis connectée à l'énergie des coulisses, en langage spirituel, on va dire, ce qui est derrière la Maya, donc Kali, l'énergie de Kali en particulier, Isis aussi, c'est aller, voilà, mettre la vérité. Et Mélusine aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la vérité, de voir le vrai visage des gens aussi dans cette énergie-là aussi. Donc voilà, Mélusine, donc on la connaît à travers des contes et des légendes. Donc on est connecté à quelque chose de très... qui parle beaucoup à l'inconscient, parce qu'on est dans le langage, voilà, dans ce langage des contes et des légendes, des mythes, qui ne parlent pas de manière rationnelle à ce qui se passe exactement. On est sur une figure qui est à la fois humaine et à la fois pas humaine, qui est très clairement féminine. Dans toutes les déclinaisons, c'est toujours une femme. Et c'est comment les femmes sont connectées à des forces naturelles et à des forces peut-être animales et ou sauvages. Mélusine, l'histoire de Mélusine remonte à une époque où l'humain et la nature n'est pas séparés en Occident. Voilà. Et donc où le fantasmagorique, le fantastique, les choses sont mouvantes, etc., ont toute leur place, où il n'y a pas vraiment de frontières réelles. Ça existe encore dans certains peuples. Voilà. Mais voilà, l'histoire de Mélusine, elle parle de cette époque-là, où la magie n'est pas combattue et où l'humain et la nature, l'humain est pensé en faisant partie de la nature et fait partie des forces magiques, ou en tout cas vu comme magique, de la nature. Ça arrivera avec la chasse aux sorcières, la pensée rationnelle, le début de la mécanisation du capitalisme, etc. Bref, grande barrière après la Renaissance, grande charnière, pardon. Peut-être lapsus révélateur si j'ai dit barrière au lieu de charnière, qui se prend place après la Renaissance, quand on a replacé l'homme au centre des choses. À partir de là, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à déconner, très fortement. Et du coup, l'Occident a été le grand agent de vecteur de tout un tas de conneries, parce que c'est au moment où on colonise et on transmet cette notion d'objectification généralisée de la nature, de la femme, même si elle était présente aussi d'une certaine manière, mais voilà, qui va se normaliser et globaliser avec ça. Donc l'histoire de Mélusine, elle remonte à avant, quand ces choses-là sont pas posées. Et moi, j'aime aller chercher des figures magiques, entre guillemets, qui ne remontent pas forcément aux Celtes, parce que grosso modo, en Occident, on a fait un peu, parce que aussi il y a eu un travail de réappropriation qui a été fait du côté de la Bretagne notamment, et aussi parce que aussi la Bretagne est un des derniers pays à avoir été acculturé, colonisé par le pouvoir central français. Ils ont longtemps gardé leur culture teintée fortement de christianisme, mais avec une survivance d'autres croyances qui étaient là. Les Korrigans, voilà, il y a plein de choses d'êtres magiques qui n'ont pas été effacés par le christianisme dans ces régions-là. Et donc dans les années 70, il y a eu une réappropriation, et donc les savoirs celtiques ont réémergé parce que c'est une terre vraiment reliée à l'ancienne culture celte. Sauf que toutes les cultures en France ne sont pas forcément reliées à cet aspect-là des choses. Et il y a une réappropriation qui n'a peut-être pas été encore faite un petit peu partout. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai organisé le rassemblement des prêtresses, magiciennes, sorcières. L'idée, c'était de rassembler un petit peu tout le monde qui baigne un petit peu là-dedans ou qui s'y intéresse, de faire un rassemblement de manière très conviviale, voilà, en prenant à la fois dans ma culture vendéenne où la convivialité, et tout se passe quand on fait quand on prépare la cuisine à la cuisine, dans les caves, ou simplement on fait une grande tablée, un grand pique-nique et les grandes cousinades, voilà, quelque chose de très simple, de pas grandiloquent. Je suis très ancrée dans ma tête, dans ma tête, dans mes énergies, dans mes valeurs, dans quelque chose de populaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées dans l'énergétique, dans le monde spirituel, dans le stage bien-être, qui relèvent pour moi d'une culture de l'élite. Et je ne m'inscris pas là-dedans. J'aime des choses simples, conviviales, accessibles à tous, qui mettent tout le monde ensemble et tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc l'idée est juste de rassembler les gens. Donc j'ai rassemblé les gens, voilà, et on me disait pareil. Donc c'est venu un petit peu d'un coup et c'était clairement, voilà, tu vas opérer. Et donc le Perret, moi je le connais depuis petite, je suis allée souvent là-dedans, je me suis aussi perdue
perdue étant enfant là-dedans, ce qui m'a valu des bonnes engueulades d'ailleurs. Voilà, et je l'ai réexploré étant étudiante, avec des collègues, etc. Bref, c'est un endroit où que j'ai quand même pas mal exploré. Moi, je trouve l'endroit le plus sympa quand on a envie de se balader en nature et en bord de mer. Et donc, bah, tout naturellement, quand j'ai organisé le rassemblement, quand l'idée du rassemblement s'est posée, moi, généralement, j'ai une intuition, mais je vais vérifier sur le terrain ou je vais vérifier sur Internet si un tel ou un tel ne l'a pas déjà fait. Donc, je fais les vérifications et là, je me rends compte, ok, il y a un vortex, il y a un énorme vortex et il y a une cité sur un autre plan, en fait. Et bah, pareil, je cherche. Quand j'ai une intuition, je prends le temps de voilà, checker, faire du checking dans le monde réel et matériel. Et bah, je me rends compte qu'il y a un vieux conte dans le coin. Et toujours en sachant que moi, je suis plus des alentours de Fontenay-le-Comte via ma famille. Famille entre guillemets, parce que famille très problématique. Famille incestueuse, pour nommer les choses. Tout le monde, la famille est totalement incestueuse à tous les niveaux, au-delà de moi ce que j'ai vécu personnellement. Donc en tout cas, voilà, j'ai grandi autour de Fontenay-le-Comte. Et donc la légende que j'ai trouvée autour du Perret, donc autour de Talmont-Saint-Hilaire, Jars-sur-Mer, etc., je la connaissais pas. Elle circulait pas. C'est-à-dire c'est comme s'il y a les contes sont très très locaux en fait dans ces régions-là. Et donc autour de Talmont-Saint-Hilaire, je trouve l'histoire d'une cité. Il y avait cette histoire-là, qu'il y avait des morts dans ces... Donc c'est un endroit où il y a des courants qui peuvent être parfois très forts, il faut faire très attention. Donc il y a régulièrement des noyés depuis tout le temps, voilà, il faut faire attention. Mais du coup, les histoires locales racontaient qu'il y avait des gens qui se perdaient. Et en fait, c'est des gens qui trouvaient l'entrée de la cité, qui n'étaient pas visibles par tout le monde. Alors, et ils décrivaient certaines versions de l'histoire, c'est pareil, les contes ont toujours des versions différentes. Alors, quand il y a des brumes ou quand il y a du mauvais temps, et c'est vrai que parfois il y a des espèces de brouillards posés dans ce qui est en histoire, on voit rien. et, et les bancs de sable bougent tout le temps. Avec la marée, ça bouge et tout le temps, c'est jamais complètement similaire. Il suffit aussi qu'il y ait une tempête et ça bouge complètement le paysage. Et donc il y avait ce conte-là qui disait qu'il y a une cité. Il y a une cité et on ne la voit pas, mais de temps en temps, il y a des gens qui se perdent et qui trouvent la cité et ces gens-là, ils ne reviennent jamais. Et du coup, on peut le penser comme une histoire qui justifie les noyades qui avaient lieu dans le coin. Sauf que moi, énergétiquement, je trouve la cité aussi. Alors, j'ai jamais eu le droit d'y rentrer. Voilà, que certaines personnes qui peuvent y rentrer. Alors, je parle pas de choses réelles, hein. Je parle sur une autre dimension, bien évidemment. Tout le monde ne peut pas trouver la cité. il y a des protections qui sont encore assez fortes. Voilà, mais il y a un conte local qui parlait de ça, qui raconterait très clairement cette histoire-là. Tout ça, je raconte ça pour dire que dans les histoires locales, vous avez des informations sur ce qui se passe. Il n'y a personne trop qui disait qu'il y avait un vortex dans l'estuaire de Vendée. Voilà, il y a plein de trucs énergétiques dans le golfe du Morbihan aussi. Il y a plein de trucs dans le bassin d'Arcachon. Voilà, c'est assez classique. Dès qu'il y a rencontre entre terre-mer avec, on va dire, un gros mélange géographique, il y a quelque chose de particulier. Voilà, j'étais à Saint-Clément-des-Baleines aussi, il y a quelque chose de particulier. Il y a des espèces de stations qui sont assez facilement trouvables, mais aussi à l'intérieur des terres. Il suffit de s'intéresser aux contes et légendes locales. Parfois, je dis aussi, il suffit de se balader. Si vous êtes sensible, vous allez trouver. Il suffit de se balader dans la nature, faire du hors-sentier et surtout se faire confiance pour être guidé. Parce que tous les lieux sacrés ne sont pas tous verbalisés, en fait. Alors, il y a des endroits, Notre-Dame de Paris est construit sur un ancien site. Beaucoup d'églises en France sont construites sur d'anciens sites. Mais il y en a plein d'autres qui sont intéressants et qui sont plus connus en fait, et il y en a plein en fait, et moi vraiment je milite pour ça. Allez vous balader dans la nature, il y a des endroits qui se rechargent énergétiquement et c'est hyper cool. C'est hyper cool, il y en a, et je dis souvent il y en a autour de vous parce qu'on est pris dans des vies rapides, etc. Et il suffit d'aller 10 minutes, une demi-heure, parfois un quart d'heure parfois suffit, de se poser dans un endroit énergétique, de se poser dans une église par chez vous. Pouf, ça réaligne tous les corps et vous n'avez pas besoin d'aller faire un soin. Alors, je me tire une balle dans le pied parce que moi je suis énergéticienne, j'aime bien faire des soins énergétiques individuels, mais voilà, il faut savoir que c'est accessible aussi dehors, c'est accessible gratuitement, c'est le Wi-Fi gratuit. Voilà,
Et donc, voilà, Mélusine, je reviens sur Mélusine, ça c'était pour dire, bah, allez visiter dehors, parce que, voilà, Mélusine, c'est un conte qui parle de quelque chose de... qui parle de lieux, qui parle de certains lieux dans différentes régions, mais qui parle aussi, bah, de manière métaphorique de, bah, voilà, c'est quelles sont les forces énergétiques des femmes. Qu'est-ce qui se passe avec la force énergétique dans leur connexion à la Terre? Est-ce que quand il y a un corps féminin, en tout cas branché avec un utérus, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'énergétique, de particulier? Je ne m'attarde pas sur les personnes qui ne se définissent ni hommes ni femmes, parce que y a trop de cas particuliers entre les deux. Donc je ne vais pas poser de normes. Il faut faire du cas particulier, voilà, pour toutes les personnes qui se définissent entre hommes cis et femmes cis. Il y a des structures énergétiques différentes pour toutes les personnes qui sont transgenres, voilà, qui sont à cheval et ou qui se définissent différemment. La structure énergétique, elle est différente dans ces cas-là. Bref, c'est un sujet long et je ne détaille pas sur la question. Donc en tout cas, pour homme-femme, dans les définitions simples, c'est comme si ça parle du fait que il y a besoin d'un temps de repos, il y a une connexion au monde animal particulière, il y a une connexion sur le bas du corps particulier, parce que l'histoire de Mélusine, c'est toujours le bas du corps, par rapport à d'autres histoires où on met le mot chamanisme, nous, parce qu'on est acculturé, on va chercher les mots ailleurs, du coup, et il va falloir arrêter avec ça. Qu'est-ce que ça dit sur le bas du corps de la femme? Quelle est la connexion? Alors, est-ce que ça parle des menstruations, qu'on a besoin des temps de pause? Mais dans l'histoire de Mélusine, il y a toujours quelque chose de l'ordre du cachet, mais ce qui revient le plus souvent, c'est que c'est toutes les semaines. Voilà, de quoi ça parle? De temps de repos, de temps de recueillement avec la nature animale de la femme, avec les flux instinctifs, avec l'intuition. Voilà. J'aime bien ne pas donner de réponse concrète, même si moi, j'ai une compréhension, parce que bah, voilà, c'est trop facile de vous dire bah, c'est comme ça et pas autrement. Et j'ai été prof, je veux plus faire ça, et faire genre je détiens la vérité et je vais vous l'apporter. C'est la meilleure manière de devenir un gourou dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire celui qui prend le pouvoir sur autrui. Et cette notion de prise de pouvoir par la connaissance, elle est beaucoup trop généralisée. Voilà, l'idée c'est de faire, moi je vous ouvre des portes, allez explorer, connecter en méditation, connecter, si vous m'écoutez, vous êtes déjà certainement médium d'une certaine manière, vous avez déjà un petit peu vos capacités ouvertes, quelles qu'elles soient, testez, faites l'expérience. Et aussi pour ça, moi dans mon travail, je propose des méditations, visualisations. C'est des formes de mise sous hypnose. Moi, je suis un peu au-dessus de l'état de transe parce qu'il faut faire très attention par l'état de transe induit par l'effet chamanique. Voilà, je mets des mots chamaniques, je mets chamanique entre guillemets parce que voilà, on devrait pouvoir avoir nos propres mots et puiser dans voilà, dans notre propre culture occidentale. Voilà, et je fais un aparté, il faut rebrancher la culture occidentale à la terre. Et c'est pas forcément la terre, le sang, c'est vraiment dans la culture et dans toute cette cosmogonie qui a été combattue et qui parle de tout un langage inconscient, métaphorique. On connecte à la poésie, aux contes, aux mythes et légendes, parce que la pensée rationnelle, à mon sens, n'a pas la capacité à gérer toutes ces informations-là, en fait. Certains diront, oui, c'est du folklore, c'est pas vrai, etc. Mais fondamentalement, voir le monde comme vivant, c'est ce qui nous fera sortir de la crise écologique et de la crise dans laquelle on est. Et en rebranchant nos racines, en rebranchant les racines occidentales, en retissant ce qui a été coupé de manière violente, on va arrêter d'être une civilisation hors sol, qui du coup, quand on est hors sol, on ne se nourrit pas de sa propre énergie, on est dans le vampirisme. On est en train d'aller se nourrir, donc c'est l'appropriation culturelle, on se nourrit des ressources des autres, on se nourrit de la culture des autres. La civilisation occidentale, parce qu'elle a été coupée à sa racine, on a combattu ses racines, elle n'a plus d'âme à enraciner dans le sol, parce que même s'il y a le christianisme qui a des aspects intéressants, le christianisme c'est quelque chose qui est aussi hors sol, parce qu'il n'est pas enraciné, il n'a pas de discours fondamentalement à la base de l'enracinement, parce qu'il sort du désert. Il sort du désert.
le christianisme. Il ne peut pas être connecté aux chênes, aux arbres, aux rivières. Il ne peut pas être connecté à cet environnement et le rendre vivant, en fait. Voilà, je m'égare, Mélusine, réancrer, réancrer la culture occidentale, réancrer la magie occidentale, réancrer les pratiques et aller s'intéresser aux cultures locales, aller dans les médiathèques locales, aller voir quels sont les contes locaux, aller voir les danses locales. Il y a encore des gens, ils sont peu nombreux, qui les maintiennent. Les langues locales, c'est pareil, ils sont peu nombreux, mais vous trouverez des explications à travers ce qui est posé comme conte et légende, vous trouverez des explications énergétiques, en fait, au final, sur les pratiques, sur les rituels, etc. La résilience, elle existait avant que Freud n'arrive et n'invente toutes ces conneries. J'ai envie de dire toutes ces conneries. Non, faut pas dire ça. Il y a du bon aussi. Par rapport à avant, et surtout sur la compréhension qu'il y a du conscient et de l'inconscient, voilà, ça c'est des choses, mais qui existaient aussi déjà avant, qui étaient racontées, mais sous forme métaphorique aussi. Bref, il y avait des processus de résilience régionale qui passaient par les fêtes, les danses, certaines formes de rituels, etc. Voilà, allez vous intéresser à tout ça, parce que sinon on est en train de s'américaniser, d'être acculturé par l'américanisation à l'heure actuelle dans nos pratiques aussi. Pareil, il y a du bon, il y a du moins bon. Il faut savoir aussi que ça vient avec tout un paquet évangéliste, du coup, un paquet très capitaliste aussi. Voilà, j'ai la chance d'être allée plusieurs fois dans ma vie aux États-Unis. Il y a des trucs géniaux, mais il faut être conscient aussi qu'il y a des problèmes. Pareil, comme partout. Il y a des problèmes partout, mais il faut avoir conscience toujours des aspects négatifs et des aspects positifs. Des choses. Voilà. J'espère que ça vous donnera envie d'aller explorer, d'aller dehors. Je fais cette vidéo, j'enregistre cette vidéo, on est au printemps, mais sortez aussi l'hiver. Il suffit d'être bien couvert, d'avoir des vraies chaussures imperméables. C'est vrai que les baskets, voilà, on n'en a plus trop. Mais quand bien même si on reste pas longtemps, moi en hiver en France, je vais dans des endroits où c'est inondé, c'est pas grave. On met les chaussures à sécher après et on n'a pas le temps de perdre un doigt, quoi, l'orteil, quoi. Et on a le chauffage dans la voiture, voilà, donc pour réchauffer les pieds, bref, on n'attrape pas froid par les pieds normalement, voilà, on attrape froid par le système immunitaire qui est claqué. Voilà, une invitation vraiment à vous balader, à aller voir les contes et les légendes locaux, parce que c'est une richesse incroyable sur les anciens systèmes énergétiques. Ça contient tout le système énergétique, les 2000 ans, parce que c'est comme s'il n'y a rien entre le New Age moderne et les peuples celtes. Il y a 2000 ans entre les deux, et il y a quelque chose. Et il y a une pensée qui, ma foi, me paraît très très intéressante. Et donc Mélusine, c'est comment, pour moi, l'Occident a pensé la Kundalini, en fait. Alors ça n'a rien à voir, parce que la Kundalini émerge d'une pensée hindoue extrêmement vieille aussi, et quand bien même on va retrouver des corrélations, parce que l'hindouisme a été teinté des peuples indo-ariens. Les peuples indo-ariens, on les retrouve aussi à un moment en Turquie. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi arrivés jusqu'en France aussi? En tout cas, voilà, en Turquie, on retrouve des espèces de femmes serpents, où le corps est plus entier couvert d'écailles, je vais le dire comme ça. Dans toute l'Asie du Sud-Est, on a les Nagas, on a ces formes serpents qui parfois sont hommes et femmes du côté de l'Asie du Sud-Est. C'est quelque chose qui est répandu dans le monde entier, avec aussi cette figure du serpent qui est la figure de la médecine la plus forte dans toutes les traditions. Diabolisée bien entendu par le christianisme, parce que le christianisme avait besoin de contrôler les gens à un moment donné. Je dissocie le christianisme dans sa construction politique et humaine et sociale du message du Christ quand je dis ça. Voilà. Donc les forces vitales, les forces de médecine des femmes. Est-ce qu'une femme à queue de serpent, est-ce que c'est une femme médecine en fait? Est-ce que ça ne désigne pas au Moyen-Âge une femme qui détient des pouvoirs de guérison? Je ne sais pas. Voilà, alors je parle en n'ayant pas eu le temps. Moi je suis prof d'histoire, je considère que pour pouvoir vous parler, que là je suis à la surface des choses, il faudrait que j'ai le temps de lire des bouquins qui ont de spécialistes du Moyen-Âge qui sont allés se questionner sur la figure de Mélusine et sur la figure des Vouivres. Donc là je vous donne, on va dire, le résumé de là où j'en suis à l'heure actuelle. Peut-être que je me trompe,
Il faudrait que je prenne le temps d'aller en bibliothèque aussi. Voilà, pareil, je manque de temps, comme vous tous qui me regardez. Ça demande voilà, énormément de temps. J'irai creuser pour aller chercher ça dès que j'aurai le temps. Et si vous passez par là et que vous avez des connaissances, n'hésitez pas à ajouter en commentaire. Je n'ai pas la prétention de tout savoir sur la question. En tout cas, énergie extrêmement intéressante qui parle des forces de guérison, peut-être d'auto-guérison des personnes, des forces de guérison reliées aux lignes telluriques, parce qu'à chaque fois, les lignes telluriques sont toujours les lignes telluriques, les courants, les lieux de guérison en Occident sont toujours reliés à des vouivres. Il y a souvent, soit c'est des tours, en haut d'une tour, et ces hauts des tours sont souvent reliés. Moi, je retrouve toujours, je vais faire beaucoup de digressions là, je me rends compte. Il y a beaucoup de temples de Mercure qui ont été mis par les Romains en haut de temples. Il y avait des temples celtes avant, avec des divinités reliées souvent à soit le soleil, soit la forge. Dans tous les cas, ces lieux-là, c'est des lieux où il y a des lignes telluriques fortes et souvent qui serpentent sur les montagnes. Et là où on retrouve Mélusine, c'est là où souvent il y a eu aussi ces énergies qui serpentent en haut des montagnes. On retrouve Mélusine près des rivières, des forêts, des fontaines. Pareil, il y a de l'eau qui circule. Il y a cette notion de circulation. Sur les monts, là où il y a des tours qui ont été construites, qui sont reliées à Mélusine, il y a une énergie qui serpente sur la montagne. Donc on a cette notion de circulation qui est là à chaque fois avec l'énergie serpent, l'énergie vouivre. Parfois aussi Mélusine est dite dragon. Et les dragons, voilà, moi je travaille avec les dragons, j'organise des stages avec dragons. La meilleure manière de résumer l'énergie dragon, c'est l'énergie de circulation de l'univers. Voilà. Et c'est là où on se dit, quel est le lien entre le serpent et le dragon? Bref, je vais pas tout dire, voilà, faut pas que je dise tout, je garde un petit peu d'informations pour quand j'organise les stages à donner. Voilà, donc, un temps où les femmes étaient acceptées, où les femmes peut-être étaient vues comme gardiennes de magie, de capacité de guérison, de connaissance de guérison. Forcément, on pense à la connexion des femmes avec les plantes. Voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que je ne veux pas poser de cadre théorique, vous l'aurez compris. Je veux plus éveiller votre curiosité. Voilà, allez vous balader dehors. Allez vous balader dehors, même si vous êtes en ville. Les énergies sont aussi présentes en ville. On peut trouver des énergies dans des zones commerciales, dans des zones industrielles, ça m'arrive assez régulièrement et ça me fait toujours bien rire aussi. L'énergie est partout, l'énergie est au cœur des villes aussi. Je vais organiser le rassemblement des prêtresses à Paris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à l'énergétique qui n'aiment pas aller à Paris, mais voilà, Paris c'est le plus gros hub énergétique de France. Il y a Chartres qui a un point, et qui est le point le plus fort, mais le point à Chartres il est très restreint, il n'est pas grand. Tandis qu'à Paris, c'est plutôt étalé. Il y a de quoi s'amuser, c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, j'arrête cette vidéo là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à amener des informations. Peut-être que vous êtes d'une région, peut-être que vous connaissez ces histoires-là sous des formes diverses et variées. Peut-être que vous avez des lieux à partager. Moi, j'aime cette idée de co-création. Voilà, je travaille en essayant de casser l'idée de la pyramide et de travailler en cercle. Voilà, j'essaie en tout cas. Je ne sais pas si je le fais bien, en tout cas c'est mon intention en tout cas. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Rendez-vous pour les 21 jours de soins du 1er au 21 juin. Ils seront disponibles en replay. Tous les 21 jours que je fais, ils sont disponibles ensuite en replay sur l'Université de l'Invisible. Donc si ce n'est pas le moment pour vous, sachez que vous pouvez le retrouver après. Mais en tout cas, là, l'idée... Quand je le fais, quand vous le suivez en live, c'est qu'on a 3 rendez-vous, et je suis les commentaires, je suis le groupe qui est là. Donc c'est du 1er au 21 juin. Du coup, pour aller explorer ça, l'explorer et aussi voilà, réveiller cette énergie à l'intérieur de vous, l'énergie vitale. Voilà, merci, à bientôt.